Tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois un lundi après-midi pendant le confinement. Voilà, très heureux d'être à nouveau parmi vous pour ce cycle Villes en effervescence. Hein. On n'en a pas fini, vous voyez, on n'en a pas fini avec le confinement et quelque part on a une contrepartie puisqu'on n'en a pas fini avec les conférences. Donc le thème d'aujourd'hui, hein, je suis fidèle à ce que m'a demandé l'équipe de Cannes Université, sera de parler de Kiev. Kiev, ville en effervescence en 2004. On va parler de la Révolution orange. Et pour ceux qui sont les fidèles auditeurs de ces conférences du lundi, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si, je sais que la semaine dernière il y avait des problèmes de son. Vous voyez que je suis très du micro, j'essaie de parler un peu fort, sans embêter les voisins non plus, voilà, mais quand même, j'espère que vous m'entendez. N'hésitez pas à me faire savoir par des petits messages sur le côté que je vois en direct. Voilà, et donc, comme vous en avez pris l'habitude depuis au moins le début du confinement et peut-être même depuis que le début de l'année universitaire, le thème de cette année, c'est effectivement de saisir une ville dans un moment décisif de son histoire. Hein. Donc on a déjà exploré quelques villes importantes. Hein. Rappelez-vous, on a abordé le cas de Leningrad en 1941, 42, 43. On a abordé le cas la semaine dernière, c'était le cas de Berlin. Et puis on avait évoqué également le cas de la Havane en 1962. Berlin, c'était 89, bien sûr. La Havane, c'était 1962, hein, et c'était aussi un moment extrêmement important de l'histoire de cette ville. Donc voilà tout un ensemble de propositions qui vous permettent d'avoir une vision d'ensemble d'un certain nombre de ces villes prises dans un moment décisif. Je rappelle aussi que la semaine prochaine, ce sera le cas de Montréal, 1967, au moment de l'exposition universelle, sera d'ailleurs un peu plus gai, comme, enfin, il y a des situations qui sont un peu complexes, un peu difficiles, hein, notamment quand j'avais parlé de Leningrad, c'était des moments difficiles, douloureux, mais l'effervescence d'une ville n'est pas liée simplement à des moments durs, difficiles, tragiques, mais aussi parfois à des moments plus gais, plus festifs. C'était le cas, on le verra la semaine prochaine, à Montréal, en 1967, lorsque le général de Gaulle est venu faire un numéro véritablement dans la ville au moment de l'exposition universelle de 1967. Donc ce sera l'occasion de rappeler cet épisode gaullien un peu original et spectaculaire, hein, sans faire du tout de victime, simplement quelques frustrations et quelques mécontentements, au moment où la ville est complètement parée pour l'exposition universelle de 1967. Voilà, alors aujourd'hui je m'intéresse à une ville peut-être un peu moins connue, je ne suis pas certain que tous les auditeurs, toutes les personnes qui sont derrière l'écran connaissent la ville de Kiev, qui est pourtant une ville très importante pour plusieurs raisons. Je vais essayer de vous en dire plus cet après-midi, hein, plusieurs raisons, parce que c'est une ville de l'entre-deux, c'est ce que je vais dire cet après-midi, une ville de l'entre-deux. Alors l'entre-deux quoi? L'entre-deux-mondes. Aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une ville qui était d'abord sous l'influence soviétique, il a été dans son giron même, hein, au temps de l'URSS, et aujourd'hui une ville qui, avec son pays, l'Ukraine, est tiraillée entre le monde européen et le monde russe, si on peut dire, et on sait bien que l'Ukraine, alors pas Kiev en particulier, mais l'Ukraine et notamment la Crimée ont été l'objet ces dernières années de tensions très fortes autour de l'annexion de ce territoire par la Russie. Voilà, donc c'est un sujet qui se niche dans ce sujet, dans cette question-là, dans ce questionnement-là, l'Ukraine déchirée, tiraillée entre ses influences russes sans aucun doute et ses vocations européennes, et la révolution orange est vraiment le fruit de ce tiraillement. Alors je vais faire un peu différemment, je dirais même à l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent, où je partais du début pour arriver à la fin, si on peut dire, pour arriver à l'événement, hein, comme j'ai fait la semaine dernière pour Berlin, comme j'avais fait aussi pour la Havane, par exemple. Hein, eh bien, ici, ce sera l'occasion de faire un déroulé à l'inverse. Je vais partir des 20-30 dernières années pour remonter à la fin de la séance sur l'importance de la ville de Kiev, parce que ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être un peu moins, mais je serai moins long non plus aussi sur ce moment-là, de considérer que la ville de Kiev a été
dans ses premières années, dans ses premiers siècles d'existence, la capitale, on pourrait dire, de ce qui est l'embryon de l'Empire russe, en quelque sorte. Alors, c'est pas pour justifier les convoitises russes aujourd'hui au titre de l'irrédentisme, ce qu'on appelle l'irrédentisme, mais en même temps, voilà, il y a une dimension culturelle qui est très forte dans ce qu'on appelle le russe, RES de Kiev, qui faisait de cette ville une ville très importante dans le monde de ces steppes de l'Asie proche de l'Europe, dans justement la période du début du Moyen-Âge. On y reviendra cette fois-ci à la fin de la séance. Donc voilà le menu de cet après-midi, et donc commencer d'emblée par l'importance de cette ville. Alors on va voir que l'importance de la ville de Kiev, elle est symbolisée aussi par son centre urbain, qui est une place. Hein, on avait la semaine dernière mis l'accent sur le quadrige, sur la porte de Brandebourg pour parler de Berlin. On avait mis l'accent sur la vieille Havane. On avait mis l'accent à Saint-Pétersbourg sur le cœur de la ville, la perspective Nevsky. Et bien là, le cœur de la ville, c'est aussi le cœur de Kiev, c'est aussi le cœur de l'Ukraine d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle la place Maïdan. M-A-I-D-A-N, qui est au cœur de toutes les convoitises et de toutes les effervescences. Donc la place Maïdan sera un peu l'épicentre de notre conversation de cet après-midi. Donc je vous le signale d'emblée, et peut-être, alors je vais continuer mon propos avec toujours quelques images. Alors je n'en abuse pas de ces images parce que je sais que c'est pas très simple à regarder, mais il faut quand même que vous ayez en tête une ou deux mises en image. Et la première, c'est d'abord une carte actuelle de l'Ukraine. Je vais vérifier que vous ayez bien ça en vue. Voilà, hein. Une carte de l'Ukraine qui est une carte qui met en jeu ce pays d'environ un peu moins de 600 000 km², pratiquement la même importance géographique que la France, hein, 580 000 km², 43 millions d'habitants, un peu moins qu'en France, hein, sensiblement moins qu'en France. Donc la capitale est donc Kiev, Kiev qui se situe à peu près au milieu du pays, pas tout à fait, plutôt vers le nord, centre-nord du pays. Hein, et comme vous le voyez, l'Ukraine est baignée. Non, vous voyez plus là. Attendez, voilà. Comme vous le voyez ici, l'Ukraine est baignée par deux mers, hein, la mer Noire hein, au sud, et au sud-est la mer d'Azov, hein, mer d'Azov, et c'est un pays aux marges, on pourrait dire, de l'Europe, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui n'est plus tout à fait non plus dans le giron russe. Donc il se situe, vous voyez, véritablement dans une sorte de situation de confins, hein, et pas de confinement, mais de confins, c'est-à-dire frontalier avec la Russie à l'est, avec la Biélorussie, ce pays si fameux en ces temps de confinement, puisqu'il ne le respecte pas et choisit une voie tout à fait différente, et en même temps la Pologne comme frontière, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Donc vous voyez, on est aux confins du continent européen, du côté de l'Est, et la ville de Kiev, au centre de ce dispositif, la ville de Kiev au centre de ce dispositif est peuplée de 3 millions d'habitants aujourd'hui, 3 millions d'habitants, avec un élément important dans sa géographie, c'est effectivement la rivière qui traverse la ville, qui est le Dniepr, D-N-I-E-P-R, hein, Dniepr, qui va donner d'ailleurs la ville plus au sud-est de Dniepopetrovsk. Hein, et elle surplombe, cette ville de Kiev surplombe, pour ceux qui ne connaissent pas la ville, cette ville de Kiev surplombe le Dniepr, hein, et la ville s'étend justement sur non seulement les deux rives de ce fleuve, et aussi très près de son confluent qui s'appelle la Desna, D-E-S-N-A. Donc voilà pour ces premières considérations géographiques, pour situer, j'ai essayé de montrer la carte, vous voyez, et l'Ukraine est scindée en deux par ce très grand fleuve, le Dniepr, qui traverse donc le pays. Alors l'histoire de Kiev, c'est une histoire à la fois très ancienne, on y reviendra donc après, et aussi très marquée par le contemporain, c'est-à-dire par l'époque post-soviétique sur laquelle je voudrais maintenant d'emblée me lancer. En effet, quand on parle d'Ukraine, déjà le terme d'Ukraine signifie pays.
signifie région, signifie, enfin finalement, renvoie à une notion de délimitation, hein, effectivement, et c'est l'une, si je prends ce pays au moment qui est le moment donc de la période soviétique. Hein. On a évoqué ça lorsque j'ai parlé notamment de Leningrad. L'URSS fonde après la révolution de 1917 en 1922 officiellement, et en 1922, l'Ukraine fait partie des 15 républiques soviétiques socialistes et sera une des 15 républiques soviétiques socialistes entre donc 1922 et 1991, date de la fin de l'Empire soviétique. Et on parle d'ailleurs volontiers de l'Ukraine, ça c'est très connu par je sais chacun d'entre vous, du grenier de l'Empire russe, c'est-à-dire ce lieu, cette région, cet État, cette république socialiste, très marquée par la productivité agricole, et donc l'Ukraine était prisée par l'Empire soviétique à travers sa forte dimension à la fois agricole et aussi industrielle. Donc il y a un enjeu très fort autour de l'Ukraine, c'était le cas à l'époque soviétique, ça l'est encore aujourd'hui au temps du post-soviétisme. Et dans cette Ukraine, entrée dans le giron comme une province de l'URSS, Kiev n'est pas d'emblée la capitale, ça c'est peut-être moins connu. Au départ, c'est la ville de Kharkov, qui s'appelle aujourd'hui Kharkiv, qui se situe tout à fait à la frontière au nord est de l'Ukraine, de la Russie. Donc c'est une ville très frontalière de la Russie. Et c'est en 1934 que la capitale, j'ai parlé de transfert de capitale à plusieurs reprises lors des différentes dernières séances. J'ai parlé de Berlin la dernière fois, mais aussi de Leningrad justement. Eh bien, Kiev devient capitale de l'Ukraine en 1934, au moment du stalinisme très particulièrement, en remplacement de Kharkov, considéré comme moins centrale et moins influente au final. Donc Kiev va retrouver, si on peut dire, un rôle de capitale qu'elle avait perdu. On avait complètement oublié ce que j'évoquerai à la fin, c'est-à-dire le passé très ancien de cette ville si importante dans l'histoire russe, si importante dans l'histoire russe. Et donc, Kiev est capitale de cette république de l'Ukraine, et le sera donc jusqu'à la fin de l'URSS, une fin dont on parlait la semaine dernière, qui s'est petit à petit programmée au moment où Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS, 1985, 1986, et les années qui suivent, jusqu'en 1991, dans la période que je rappelle simplement, dite de perestroïka et de glasnost, ouverture, transparence, mise en œuvre d'un processus de démocratisation qui va, si Gorbatchev ne l'avait pas complètement envisagé de telle manière, va très rapidement précipiter la fin de ce qu'on a appelé l'Empire soviétique. Et justement, pour cette République d'Ukraine, eh bien, comme d'autres républiques, eh bien, ces républiques vont progressivement se détacher de cet empire. Il va y avoir une dislocation de l'empire avec différentes histoires, on pourrait dire, particulières. Et comme d'autres de ces républiques, on peut parler de l'Arménie, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, etc., de l'Azerbaïdjan, par exemple, eh bien, ces différentes républiques vont petit à petit recouvrer leur souveraineté, puis leur indépendance, ce qui signifie en quelques années, de 1988, 89 à 91, la fin de l'URSS. Alors pour ce qui concerne l'Ukraine, et donc Kiev comme capitale, eh bien c'est la 12e législature du Parlement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui proclame donc en juillet 1990, le 16 juillet 1990, la souveraineté d'abord de l'Ukraine. Premier élément, c'est la souveraineté. Et puis la deuxième étape, quelques mois plus tard, un an plus tard très précisément, le 24 août 1991, la proclamation de l'indépendance. Donc l'Ukraine devient indépendante en 1991, août 1991, au moment du putsch de Moscou d'ailleurs, et cette indépendance va faire de la ville de Kiev une ville désormais capitale, capitale d'un État autonome, d'un État indépendant. D'ailleurs, ce décret de l'indépendance est ratifié par un référendum du 1er décembre 1991, voté à peu près à 90% d'avis favorables
pour considérer que cette indépendance est actée par le peuple, par les citoyens ukrainiens. Donc l'Ukraine devient indépendante dans la fin de l'année 1991, tout le processus politique s'est mis en place, les Ukrainiens ont voté largement et cautionné massivement cette indépendance, et la ville de Kiev va connaître déjà en 1991, durant l'année 1991, une très grande effervescence populaire, comme ça s'est passé à Berlin à son temps, comme ça s'est passé dans d'autres capitales de ces États devenus indépendants, eh bien, les habitants de Kiev, en particulier, capitale, donc, vont occuper les espaces publics, et on a des souvenirs, notamment, chez les Ukrainiens, chez les habitants de la ville de Kiev, de l'occupation du square de la Révolution d'octobre, à l'été 1991, où on a déboulonné quelques statues, notamment des grands maîtres soviétiques, comme Staline en particulier, ou d'autres grands leaders de l'époque soviétique. Eux qui étaient habitués, ces Ukrainiens, aux queues dans les magasins, la situation va progressivement, sur ce point-là en tout cas, connaître une nette amélioration. Mais en même temps, et c'est ça que je voudrais dire maintenant, c'est que pendant plusieurs années, ce lien avec la Russie ne sera pas coupé brutalement. Oui, il est acté politiquement, oui, d'une certaine manière, cette indépendance, elle est effective, mais en même temps, dans la manière dont la vie politique va se dérouler dans les années qui vont suivre, eh bien, ce lien ne sera pas coupé et les différents présidents de la République, les différentes autorités du pouvoir à Kiev et en Ukraine resteront très proches de la Russie post-soviétique. Et justement, ce qui se passera au moment de ce qu'on appellera la révolution orange en 2004 sera un processus de détachement et un processus, on pourrait même dire, d'européanisation de la ville de Kiev et de l'Ukraine. Mais avant, justement, cette révolution orange de 2004, eh bien, oui, il y a eu quelques leaders. Alors, je vais les citer sans m'apesantir non plus dessus, parce que je veux pas qu'il y ait un déroulé trop massif de personnes dans mon panthéon ici présent, mais on a eu d'abord deux hommes politiques qui sont finalement des anciens de l'Ukraine soviétique. D'abord, Leonid Kravchuk, né en 1934, toujours vivant aujourd'hui, ancien membre du Parti communiste soviétique, et qui sera le premier dirigeant de la République d'Ukraine, post-soviétique. Donc il a été ancien dirigeant à l'époque de la République socialiste d'Ukraine avant 1991. Il devient le premier président de l'Ukraine indépendante de 1991 à 1994, à fin 1994. Kiev est confirmé dans sa fonction de capitale et la ville va très rapidement s'ouvrir à l'économie de marché. Donc la période des queues, la période des restrictions, une période révolue. Il y a d'autres problèmes qui naissent, mais cette période est effectivement révolue. Néanmoins, dans le personnel politique, le renouvellement ne s'est pas fait, ni donc avec Leonid Kravchuk, premier président, ni avec celui qui va lui succéder, lui aussi ancien membre du Parti communiste ukrainien sous l'URSS, né en 1938, toujours vivant aussi, Leonid Kuchma, qui était auparavant Premier ministre de Kravchuk, et qui sera à son tour élu président de la République d'Ukraine, réélu d'ailleurs en 1999, donc il va faire 2 mandats, 1994, jusqu'à la fin de l'année 2004, au moment où il sera amené à passer la main à un autre type de gouvernement. Donc vous voyez, à travers Kravchuk et Kuchma, cette indépendance de l'Ukraine est une indépendance qui se fait néanmoins dans un lien très fort conservé avec la Russie et on va dire l'ex-URSS à travers cette cette entité qui est née juste après 1991, ce qu'on appelait la CEI, la Communauté des États indépendants. Et cette CEI, c'était en fait une sorte de continuation un peu distendue quand même de l'URSS, dans laquelle l'Ukraine s'était engouffrée dans ce contexte-là. Donc on est, vous voyez, dans un phénomène qui va durer plus d'une décennie, entre 1991 et 2004, à Kiev et dans l'Ukraine, d'être finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'entre-deux, dans une sorte de continuité et de rupture et continuité. C'est une sorte de ligne de crête dans laquelle on est orienté pendant une bonne quinzaine d'années dans ce pays, dans ce contexte-là. Et justement, le moment clé, le moment décisif qui va modifier la donne, en quelque sorte, eh bien, se produit au moment où la ville va connaître une très forte effervescence, une très rude effervescence également, c'est le moment de 2004. Et en fait, là, je fais un tout petit point d'étape, si vous voulez. En fait, il y a eu deux
effervescences à Kiev. J'aurais pu d'ailleurs choisir la deuxième, mais il m'a semblé que la Révolution orange était plus significative et avait gardé plus de mémoire, malgré le fait qu'elle se soit déroulée sans véritable violence, alors que la deuxième des révolutions était beaucoup plus violente, c'est en fait 2004 et 2014. Il y a eu 2004, et peut-être que certains se souviennent, il y a quelques années, en 2014, lorsqu'il s'est produit justement l'Euromaïdan, qui a à nouveau mis Kiev et la place Maïdan en effervescence, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la volonté de gagner une forme d'indépendance vis-à-vis de la tutelle soviétique et de s'européaniser, ce qu'une partie de l'Ukraine a souhaité, a rêvé, sans y être parvenu. Et aujourd'hui, vous allez le voir à travers quelques exemples, l'Ukraine est un pays fortement divisé, presque géographiquement, entre l'Est et l'Ouest, où on a un Est plutôt pro-russe et un Ouest plutôt pro-européen, et la dislocation est un phénomène qui continue aujourd'hui de se produire dans le pays. Donc, moment clé, 2004, élection présidentielle, donc après 3 mandats de gestion d'hommes politiques pro-soviétiques, eh bien la donne a changé, un essoufflement certain touche la grande ville de Kiev et les grandes villes de l'Ukraine, et il existe un véritable jeu triangulaire, on pourrait dire, entre Kiev, vis-à-vis de Moscou et vis-à-vis de Bruxelles. Bruxelles au titre de l'Europe, effectivement. Et l'élection qui se produit en 2004, où on voit monter les oppositions quasi équilibrées entre les deux Ukraines, en fait, dans ce contexte-là, eh bien, l'élection qui est programmée, l'élection présidentielle, qui est programmée entre le mois de novembre et le mois de décembre 2004, va opposer 2 grandes figures qui sont restées très médiatiquement célèbres, parce que comme peut-être le mur de Berlin, alors peut-être c'était moins effervescent pour vous, pour nous en Europe, mais malgré tout, la Révolution orange, ça nous a marqué, ça nous a beaucoup marqué. Il y avait effectivement cette opposition entre donc ce personnage ici, je ne sais pas si vous voyez ici, qui est donc Viktor Yanukovych, pro-russe, pour être simple et présenter les choses clairement, donc né en 1950, toujours vivant aujourd'hui, donc du côté de Donetsk, c'est là où il est né, effectivement, et son opposant, alors lui il est pro-russe, Viktor Yanukovych, et il y a un autre Viktor qui s'oppose à lui, qui est Viktor Yushchenko. Alors lui, il est resté dans les mémoires, vous le voyez sous 2 aspects, puisque vous allez voir qu'il va être victime d'un problème de santé, vous le voyez sous ces 2 aspects ici, l'un à peu près normal et l'autre avec un visage tuméfié, vérolé. Effectivement, et Yushchenko était le candidat pro-européen, il était le candidat d'un mouvement qui s'appelait Notre Ukraine, justement, né en 1954, toujours vivant aussi, dans le nord-est de l'Ukraine. Donc Viktor Yanukovych, pro-russe, Viktor Yushchenko, pro-européen, et une opposition extrêmement tendue entre les 2 partis, si on peut dire, le parti Mouvement du Peuple de Yanukovych et le parti Notre Ukraine de Yushchenko. Kiev est sous tension pour ces élections présidentielles, qui est très largement une pomme de discorde dans le pays et dans la ville en particulier. Et pendant plusieurs semaines, entre novembre et décembre 2004, la ville est dans un climat d'excitation très forte, très fort, suspicion de fraude électorale, manipulation médiatique, et puis notamment cette anecdote que je voulais, parce qu'elle est restée très célèbre au moment de cet épisode, les rumeurs d'empoisonnement de Viktor Yushchenko en septembre 2004, après un dîner, il est victime d'une très grave crise du pancréas en quelque sorte, et son visage est complètement abîmé, donc complètement tuméfié, et il fait la campagne avec ce visage complètement abîmé qui va marquer notamment les esprits européens, les esprits occidentaux ou les esprits du monde dans ce contexte-là, voyant que les coûts pouvaient être très bas dans ce cadre. Donc je ne rentre pas dans le détail de cet épisode, mais c'est un épisode qui a quand même beaucoup marqué les esprits dans ce contexte-là. Et alors, vous voyez, cette situation de la ville de Kiev est une situation qui donc se déroule en 2 temps. D'abord, effectivement évoquer le fameux scrutin, qui s'est déroulé finalement en 3 tours. Vous allez voir, c'est un peu
dans un système démocratique, c'est un peu particulier. Système démocratique qui s'était instauré en Ukraine en 1991. Et la deuxième chose, évidemment, c'est la révolution orange, sur laquelle vraiment je voudrais m'arrêter un peu plus longuement dans ces deux dimensions qui se produisent donc en fin d'année 2004 et qui font de Kiev une ville en effervescence. Alors d'abord, effectivement, le scrutin de novembre 2004 à Kiev et dans tout le pays. Donc 3 tours, comme je vous l'ai dit. Il y a un premier tour qui se déroule le 31 octobre 2004. Peu importe, je rentre pas dans le détail, mais ce premier scrutin met au second tour en opposition les deux hommes, les deux victors, donc Yushchenko et Yanukovych. Et dans ce contexte-là, effectivement, Yanukovych remporte l'élection, mais cette victoire est de courte tête, en quelque sorte, effectivement. La victoire est de très courte tête, et en même temps, bien, dans la mesure où il n'y a pas de victoire fleuve, les discussions vont bon train sur justement de possibles malversations, de possibles fraudes, de possibles détournements des votes, et donc il y a tout un ensemble de rumeurs qui se développent et finalement de mouvements d'humeur qui apparaissent dans la ville de Kiev. L'opposition à cette élection va se développer avec une très forte dimension, et dans ce contexte-là, eh bien, les autorités ukrainiennes sont amenées à effectivement, notamment la Cour suprême en particulier, à annuler le résultat des élections et à mettre en place un nouveau second tour, donc c'est-à-dire un troisième tour, qui sera organisé, ce troisième tour, le 26 décembre 2004, et qui verra la victoire finale de, justement, Yushchenko. Yanukovych étant vainqueur au départ, et c'est finalement Yushchenko qui l'emporte avec 52% contre 44% à Yanukovych. Donc Viktor Yushchenko, pro-européen, c'est un véritable séisme à Kiev, c'est un véritable séisme dans la ville. Oui, il est toujours vivant, Cécile, vous me posez la question, je dis il est toujours vivant, il est né en 1954, Yushchenko, Yanukovych aussi, ils sont tous vivants, ces acteurs de la vie politique de l'Ukraine d'après 1991. Voilà, donc Yushchenko donc est élu, il est élu pour 5 ans, et il fera un seul mandat, de 2005 à 2010, un mandat qui ne sera pas transformé, on pourrait dire, d'un succès pérenne, puisque il va petit à petit se discréditer. Yushchenko qui a figuré, qui a représenté, qui a symbolisé l'espoir en Ukraine, et qui s'est retrouvé finalement très rapidement discrédité au fur et à mesure de son mandat, et en 2010, lorsqu'il se représente, il ne fera que 5% des suffrages. Vous voyez, donc vraiment un échec cuisant, même s'il a incarné en son temps, avec cet empoisonnement et les troubles qu'il a vécu, les campagnes de haine qu'il a vécues, et en même temps, ça ne l'a pas propulsé durablement au sommet du pouvoir. En revanche, à côté de lui, quelqu'un a tenté, effectivement, dans son ombre d'abord, puis en le supplantant par la suite, une femme est apparue comme étant l'égérie, on pourrait dire, de la révolution orange. C'est effectivement, vous la voyez ici à côté de lui, et l'orange est omniprésent, on va en parler tout à l'heure, dans l'Ukraine et à la ville de Kiev en 2004, c'est celle qui va être sa fidèle alliée avant de le supplanter, c'est Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko, née en 1960, toujours vivante aussi, encore jeune, à Dniepopetrovsk, Yulia Tymoshenko, qui sera considérée, comme je vous l'ai dit, comme l'égérie du mouvement pro-européen, l'égérie de la révolution orange, on l'appelle aussi la princesse du gaz, tout simplement parce qu'elle a fait fortune avec son mari dans l'industrie gazière. On connaît l'importance du gaz en Ukraine, c'est un facteur tout à fait essentiel de la fortune, de l'importance du pays. Elle est entrée en politique en 1996 dans une attitude pro-occidentale, pro-européenne, prônant l'intégration européenne, Yulia Tymoshenko, et elle va donner pleine mesure aux côtés de Yushchenko pendant la révolution orange, jeune, elle a 35 ans, une quarantaine d'années plutôt, pardon, au moment de la révolution orange, elle le soutient et elle deviendra donc son premier ministre, notamment en tenant un discours qui est resté célèbre, le discours de la Rada, RADA, c'est le Parlement ukrainien à Kiev, la Rada à Kiev, c'est un endroit très important de la ville de Kiev, effectivement, le 4 février 2005, où prenant ses fonctions dans l'exécutif ukrainien, elle va marquer de son empreinte la vie politique, et elle va, elle, continuer alors que
Yushchenko va progressivement disparaître de la vie politique après son échec en 2010, elle va continuer à ferrailler, sans grand succès, mais quand même à ferrailler jusqu'à aujourd'hui, où elle est toujours présente dans la vie politique en ce moment. Et d'ailleurs, en 2010, sentant que Yushchenko est en train de perdre pied, elle va se détacher de lui et finalement le supplanter pour se présenter à son tour et contre lui, d'abord à l'élection présidentielle. Hein. La vie politique ukrainienne est une vie politique extrêmement dense, extrêmement parfois très violente, et elle sera, lorsque Yushchenko est battue au premier tour, elle sera devancée en deuxième tour par le battu de 2004, c'est-à-dire Yanukovych, qui lui va remporter l'élection. Donc celui qui avait été battu, enfin qui avait été élu puis battu au troisième tour en 2004, va revenir sur le devant de la scène, prendre le pouvoir en 2010 jusqu'en 2014. Et d'ailleurs, dans le cadre de la présidence de Yanukovych entre 2010 et 2014, eh bien les problèmes vont s'amonceler pour Yulia Tymoshenko, effectivement, puisqu'elle va être victime de poursuites judiciaires, d'abus, elle va être accusée d'abus de pouvoir dans le cadre des contrats gaziers avec la Russie, justement, hein, et elle va écoper de 7 ans de prison. Hein, elle considère que c'est une manœuvre politique, elle sera libérée plus tôt, hein, mais effectivement, cette figure, Tymoshenko, sera effectivement très présente dans la vie politique, faisant et défaisant d'une certaine manière les oppositions et les pouvoirs en place. Et justement, elle est libérée dans le cadre justement de la révolution de 2014, hein, donc elle ne fera pas ses 7 ans de prison, mais cette révolution de 2014 qui s'intitule donc Euromaïdan, alors j'insiste là-dessus parce que Euromaïdan, tout à fait intéressant de considérer qu'une révolution prend le nom d'une place de la ville de Kiev, hein, la place Maïdan. Hein, et l'Euromaïdan, donc le fait d'accoler le mot euro, donc pour l'Europe, pro-Europe et Maïdan, symbolise le fait que cette place est au cœur. C'est un peu comme si on parlait d'un mouvement qui s'appellerait la Concorde, vous voyez, ou les Tuileries. Hein, donc c'est assez intéressant de voir que on a géographiquement localisé la révolution de 2014, qui était un peu la suite de ce qui s'est passé en 2004, puisque en 2014, des manifestations pro-européennes se font très très importantes, hein, jusqu'à 500 000 manifestants qui se produisent, donc qui se mettent en marche, on pourrait dire, dans toutes les villes d'Ukraine, et en particulier à Kiev, et en particulier sur la place Maïdan, effectivement. Hein, et cette place Maïdan, alors je vous la montre hein, en un mot ici, enfin en un mot, en une image plutôt, hein, c'est en fait l'ancienne place de l'indépendance de la ville de Kiev, hein, l'ancienne place de l'indépendance de la ville de Kiev, que vous voyez ici, alors dans un moment évidemment de grande effervescence, puisque c'est au moment des violents affrontements, alors non pas en 2004, mais effectivement en 2014. Et alors, ancienne place d'indépendance, devenue Euromaïdan, et en fait c'est la radio qui s'appelait Radio Free Europe, hein, je sais pas si, qu'on appelait aussi Radio Liberty, je sais pas, je vais pas m'appesantir sur cette histoire parce que c'est une histoire très riche, mais c'était en fait une radio américaine qui s'était fixée à l'Est, dans les années 50 au moment de la guerre froide, et qui a donné le surnom justement de Euromaïdan en 2014 pour cette place débaptisée hein, dans ce contexte-là. Et du coup, ce qui s'est passé en 2014 sur la place Maïdan et à Kiev a quand même provoqué la mort de 150 personnes, hein, 7000 blessés, hein, notamment avec une journée très tendue. C'est effectivement la journée du 20 février 2014 où effectivement le nombre de morts a été très important sur cette place Maïdan et en particulier dans la ville de Kiev, ici évoquée. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette révolution, donc en gros, ce que voulaient les révolutionnaires, ce que voulaient les gens dans la rue, c'était justement une inclinaison européenne que Yanukovych n'avait pas permis de développer à ce moment-là. Donc, si vous voulez, la révolution orange a connu un soubresaut supplémentaire, donc 2004 avec l'élection de Yushchenko, mais qui n'a pas été transformé par une européanisation durable, et 2014, à nouveau, une tentative de faire basculer l'Ukraine dans le camp de l'Europe, ce qui n'a pas non plus fonctionné, puisque à l'issue de cette crise de 2014 qui fait couler le sang à Kiev, beaucoup plus qu'en 2004, effectivement, eh bien c'est un nouveau président, et après j'en ai terminé avec la galerie des portraits, si vous voulez, hein. Enfin il y en a encore deux, hein. Le premier c'est celui que je voudrais évoquer ici, parce que je voudrais en finir avec le deuxième, hein, qui est très important. En 2014, on a élu donc Petro Porochenko, qui était un autre justement
chef d'État très important à ce moment-là, proche de Yulia Tymoshenko et de Yushchenko également, lui qui venait d'Odessa, qui était de famille russophone, mais qui gère à ce moment-là le conflit dur, très dur, avec la Russie autour de la Crimée, et qui la gérera aussi avec beaucoup de difficultés dans ce contexte-là. Hein. Donc Poroshenko, d'ailleurs, ça coûtera aussi sa place. D'ailleurs, vous voyez bien qu'en Ukraine, les hommes politiques, ils ne font qu'un mandat, hein, un peu comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande en France, ils ne font qu'un mandat parce que bien souvent, ils se grillent, on pourrait dire. Mais je voulais en finir avec le dernier personnage de cette histoire autour de l'effervescence de la ville de Kiev. C'est ce personnage qui a été élu, certains le savent parce qu'ils suivent la vie européenne avec une certaine attention. C'est ce personnage qui est aujourd'hui donc le président de la République de l'Ukraine. Et là, effectivement, il est un peu différent des autres, puisqu'il est finalement ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Les élections du mois d'avril dernier, en avril 2019, opposaient au premier tour Yulia Tymoshenko 13% des voix, le président Poroshenko 16% des voix, et ce personnage que vous voyez devant vous, c'est Vladimir Zelensky. Zelensky, jeune président, né en 1978, à peu près l'âge d'Emmanuel Macron, effectivement. Et pourquoi il est intéressant, ce Vladimir Zelensky? Tout simplement parce que au second tour, il emporte contre Poroshenko avec 73% des voix. Eh bien, Zelensky n'est autre qu'un humoriste. Hein, c'est un humoriste. C'est un producteur, c'est un acteur, c'est un réalisateur. Il est né dans la région de Dniepopetrovsk, dans une famille de juifs russophones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été rendu populaire grâce à sa grande notoriété qu'il a obtenue sur une série télévisée qui a été largement diffusée en Ukraine et qui l'a largement propulsé sur le devant de la scène, qui s'intitule Le Serviteur du Peuple. Le Serviteur du Peuple, programme donc une sorte de sitcom qui était programmé sur la télévision ukrainienne, la plus importante chaîne de télévision depuis 2015. Il faisait du comique et en même temps il s'est mis à la politique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une véritable incroyable histoire, puisque le pitch, on pourrait dire, le thème de la série ukrainienne, c'est l'histoire de l'élection d'un professeur de collège, professeur d'histoire dans un collège, qui devient président de la République d'Ukraine, et ce qui avait été imaginé dans le scénario va se réaliser dans la réalité, et ça c'est effectivement assez phénoménal, c'est qu'on a un chef d'État qui tourne le dos aux deux aspects des choses, sans forcément les régler, hein, et cette image le montre, vous voyez, 2018, président d'Ukraine dans une série comique, 2019, président d'Ukraine dans la vraie vie. Voilà ce que l'on a mis en avant autour de ce Vladimir Zelensky. Alors qu'est-ce qu'il adviendra de son avenir politique? Eh bien, il faudra suivre ça avec intérêt. Et ce qui est intéressant, ce qui est passionnant autour de ce sujet, c'est que la série, si jamais vous êtes amené à la suivre, enfin, en tout cas à la repérer, c'est une série qui se passe dans la ville de Kiev, justement, dans différents lieux de la ville de Kiev. Donc, le président actuel a été filmé en situation comique, il était plutôt un personnage plaisant, agréable à suivre, parce que plein de facéties. Il est filmé dans les centres commerciaux, il est filmé dans des résidences privées, il est filmé également dans un centre d'exposition national qui est un des plus grands du pays, qui a été construit pour l'Eurovision, le concours Eurovision de la chanson en 2017. Il est donc filmé un peu partout dans la ville, et finalement il s'est accaparé la ville de Kiev, on pourrait dire, accaparé d'abord pour la fiction, puis ensuite par rapport à la réalité, beaucoup de discussions autour du fait que, bien entendu, Serviteur du peuple, c'était le titre de la série, et ce sera le titre de son mouvement politique à Kiev, Serviteur du peuple, effectivement. Donc polémique aussi dans la vie politique, considérant qu'il y avait une sorte de mal-donne, ou en tout cas d'abus de confiance, puisqu'il s'est servi d'une série et du succès d'une série pour vaincre en politique, et ça c'est effectivement quelque chose qui fait réfléchir au-delà de l'Ukraine sur le sens même de la démocratie. Donc ça c'est le premier élément. J'en ai terminé avec ces soubresauts de la vie politique ukrainienne, mais ça me semblait important de savoir qu'on avait comme ça des éléments sinusoïdaux, un temps pro-soviétique, et puis la révolution orange qui n'a pas eu les effets escomptés, puis un deuxième moment en 2014, et puis finalement l'élection de ce président un peu pantin, un peu fantoche en quelque sorte, mais on n'a rien trouvé de mieux
à élire chez les Ukrainiens à ce moment-là. Alors maintenant, je voudrais en venir bien sûr à la révolution orange en tant que telle. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce moment que j'ai choisi de vous présenter un peu plus en détail. Donc cette fin d'année 2004 dans la ville de Kiev, hein, novembre-décembre 2004 à Kiev, donc dans ce moment d'incertitude électorale. Alors d'abord parler du mot orange. Pourquoi est-ce qu'on parle d'orange? En général, l'orange c'est plutôt pour les Pays-Bas, hein, et on parlait beaucoup de l'orange lorsqu'on parlait de l'Afrique du Sud. Hein. Bon, mais là, le terme de orange, c'est justement une couleur qui se voulait chaleureuse, qui se voulait, à contre-courant des couleurs pro-soviétiques, pro-russes, hein, notamment le bleu et le blanc, qui étaient considérés comme très austères, ou en décalage avec le drapeau rouge communiste, hein, donc avoir une couleur qui était propre à quelque chose qui ne fasse ni référence à la Russie, ni référence au communisme. Et puis d'autre part, le choix de la couleur vient aussi de la mythologie ukrainienne, hein, le folklore local de la ville de Kiev et de l'Ukraine. Notamment, on a mis en avant cette petite anecdote dans les rituels de mariage. La jeune fille qui entend refuser les avances d'un prétendant dépose une citrouille sur le pas de la porte, une citrouille orange. Et donc là, c'était un peu l'idée du refus, en quelque sorte. Quand un mariage, une demande en mariage était refusée, eh bien, la jeune fille posait une citrouille orange. Donc, c'était vu comme étant non seulement la couleur du refus, ici, et un élément qui renvoie au folklore local. On a aussi argué le fait que, donc, à côté des couleurs qui se distinguent du monde russe et du communisme, de cette mythologie ukrainienne, du folklore local, on a considéré que, justement, la place de l'indépendance, donc devenue place Maïdan, est bordée de marronniers qui, en certaines saisons, ont une couleur très largement virant au orange. Et enfin, un dernier élément plus prosaïque, excusez-moi, mais on parle aussi du orange parce que c'est la couleur des sacs poubelles de toute la ville de Kiev. Alors que la ville de Kiev se dote de sacs poubelles orange, et ces sacs poubelles étaient utilisés pour être brandis lorsqu'il s'agissait de se rassembler sur la place Maïdan, justement pour valoriser cette couleur orange, et ils étaient même utilisés pour se protéger de la pluie dans cet hiver de 2004, hein, à cette occasion. Et donc voilà par exemple une image de cette place Maïdan pendant les événements de novembre-décembre 2004. Donc c'est vrai que c'est pas très, disons, pas très glorieux d'avoir des sacs poubelles en main, mais en même temps, c'était une manière aussi de manifester une forme de décalage par rapport à ce qui se faisait d'habitude. Donc, il y a un coup de pub, un coup de com que les défenseurs de Yushchenko ont pu mettre en avant à cette occasion. Ils l'avaient déjà utilisé pour une campagne électorale en 2002, ils vont le réutiliser avec un immense succès en 2004, et effectivement le 31 octobre 2004, c'est le lancement véritablement de cette com orange en quelque sorte, avec ce qu'on appelait l'opération ruban orange. L'opération ruban orange, c'est effectivement, je vois que vous me dites qu'il y a des coupures, hein, dites-moi si vous m'entendez bien. Je vois effectivement que l'image des fois ça saute un peu, vous me dites, Madame Lemoine. Ouais, bon, je continue. On va essayer de, j'espère que ça, je sais pas pourquoi, mais a priori ça devrait fonctionner. Donc je disais le 31 octobre 2004, le jour du premier tour de l'élection, du premier des trois tours, est mis en place l'opération qu'on appelle ruban orange, lorsque le parti donc de notre Ukraine de Yushchenko va acheter des tissus, va fabriquer justement des artisanalement des rubans orange, et les distribue à tous ses partisans, tous ses sympathisants, et ça a une réelle efficacité. C'était quelque chose qu'il fallait penser, mais une fois que ça a été pensé, ça a forcément marché à ce moment-là, et donc jusqu'alors totalement absente, on pourrait dire, des armoiries de l'Ukraine et même de Kiev, eh bien la couleur orange va se révéler à la face du monde. Hein, la couleur orange va se révéler à la face du monde, et couleur qui n'est pas tellement classique justement dans la vie politique. Et pendant tout ce temps, de novembre-décembre 2004, pardon, eh bien, un demi-million de manifestants à Kiev, souvent, comme je vous l'ai dit, dans la neige et le froid, hein, pendant 15 jours, 3 semaines en quelque sorte, eh bien, vont se manifester avec cette couleur. Alors on a gardé aussi si vous voulez, la qualité de la couleur, si on peut dire, parce que cette révolution orange n'a pas fait de victimes. C'est une sorte de révolution de velours, comme ça s'était produit en
Tchécoslovaquie, comme ça s'était produit à Prague, plutôt, quelques années auparavant. Et donc, dans la mesure où il n'y a pas eu de victime, la couleur est restée cette couleur douce et agréable, en quelque sorte, qui a manifesté cette révolution orange. Alors, pour en avoir quelques orientations, effectivement, il serait intéressant de voir, de visionner, je crois que c'est en ligne, le documentaire de Steve York, qui date de 2007, documentariste britannique né en 1943. Steve York avait avait réalisé un documentaire qui s'appelle The Orange Revolution. C'était effectivement un documentaire d'abord en anglais qui a été traduit en français, qui a été doublé, pardon, en français, et qui met bout à bout tout un ensemble de témoignages d'acteurs de la rue de Kiev pendant cet automne-hiver 2004-2005, effectivement. Et c'est une des seules traces véritablement de la manière dont on peut faire état de la mémoire de cet épisode. Il y a bien un film aussi que je vous conseillerais de voir qui a été programmé, qui a été tourné en 2007 aussi, et qui s'inscrit dans le temps de la Révolution Orange, qui s'appelle Orange Love, un film d'Alain Badoef, effectivement, mais c'est assez intéressant parce qu'il filme la Révolution Orange, mais en fait c'est l'histoire d'un couple qui vit à huis clos, presque confiné, on pourrait dire, dans la ville de Kiev, pendant la Révolution Orange. Alors ce qu'on entend de la Révolution, ce qu'on écoute de la Révolution Orange, ce sont des bruits assourdis à l'extérieur, mais en fait les deux protagonistes, c'est l'histoire d'un amour-passion qui se déroule dans Kiev, dans un appartement du centre de Kiev, au moment de la Révolution Orange, mais à 90% c'est un huis clos, alors on voit 10% de la ville, c'est un film américain, effectivement, et en fait ce qui est intéressant, c'est que ce couple se rencontre au moment où l'effervescence est en train de naître dans la ville, ils se rencontrent dans un tram de Kiev, lui est photographe de mode, elle violoncelliste étudiante, lui est russe et elle ukrainienne, et ils vivent une histoire d'amour dans ce conflit plutôt pro-européen qui prend un peu une dimension politique. Donc film américain de financement hollywoodien qui s'intitule Orange Love 2007, Alain Badoef, pour vous voyez deux références qui font état de la révolution orange. Alors au cœur de cette révolution orange, c'est vous me dites que ça va à peu près mieux, j'espère. Au cœur de cette révolution orange se situe ce qu'on a donc la place Maïdan, la place de l'indépendance. Maïdan qui signifie tout simplement place, la place, ça vient de l'arabo-persan, Maïdan, épicentre donc de la révolution. Place centrale de Kiev, alors une petite image pour montrer ce lieu de la place Maïdan, ce lieu dans la ville de Kiev, ici. Donc vous avez en rouge, donc vous voyez au bout le fleuve, Dniepr, le Dniepr, et au cœur de la ville, les monuments principaux et la place Maïdan, qui est vraiment le centre de la ville, place de l'indépendance, surnommée Maïdan, donc la place, traversée par la rue Kretiatik, effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que sur cette place a été érigé peu avant cette révolution, un monument tout neuf, que vous voyez ici, c'est une grande colonne, voilà, c'est une grande colonne érigée entre 2000 et 2001, vous voyez, très très récente, on la voit ici dans cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est en toile de fond toujours sur la place Maïdan à ce moment-là, mais elle est très récente, on a l'impression qu'elle est là depuis très longtemps. Non, elle a été érigée en 2000-2001, c'est une colonne de 63 mètres de haut, en bronze, construite de style baroque, qui est le monument à l'indépendance. C'est-à-dire 10 ans après, pour fêter le 10e anniversaire, la décennie de l'indépendance, eh bien, on y a construit sur cette place cette grande colonne de 63 mètres de haut, inaugurée 10 ans jour pour jour après la proclamation donc de l'indépendance, et au sommet de ce monument, vous y voyez, ça c'est le sommet du monument, vous y voyez l'équivalent de la Marianne française qui s'appelle Béréina, pas Bérésina, mais c'est un vocable non loin, Béréina, B-E-R-E-H-Y-N-I-A,
qui est en fait une jeune femme en robe qui est debout sur un globe et qui tient une branche. Ça renvoie là aussi au folklore ukrainien, le mythe du matriarcat en Ukraine, l'esprit féminin comme en France qui protège la nation, faisant partie donc de cette mythologie slave largement développée. Et sur cette vieille place, on a une colonne toute neuve en quelque sorte, vous voyez, vieille place et colonne toute neuve. D'ailleurs, je rappelle simplement que les différentes appellations de cette place est intéressante. D'ailleurs, sur cette vieille place domine un vieil hôtel aussi qui s'appelle l'hôtel Ukrainia, l'hôtel Ukraine, qui était d'architecture stalinienne, très bien repérable si on regarde des photos sur Internet de la ville de Kiev. On avait d'ailleurs envisagé la démolition, puis finalement la garder, puis aujourd'hui c'est devenu un véritable patrimoine, un peu obsolète, mais néanmoins un témoignage d'une architecture stalinienne qui a aussi des atours intéressants en quelque sorte. Mais donc en 1919, cette place Maïdan, elle s'était appelée la place soviétique. Et puis en 1935, lorsque Kiev devient capitale, elle change de nom, on l'appelle la place Kalinin, en référence à Mikhail Kalinin, premier président du Soviet suprême d'origine ukrainienne. Et puis cette place qui a été détruite pendant la guerre a été reconstruite après 1945. On l'appelle à partir de 1945 la place de la Révolution d'octobre. D'ailleurs, on va y commémorer en 77 le 60e anniversaire en grande pompe, effectivement, monument qui a disparu aujourd'hui. On s'était rassemblé là en 91, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis depuis l'indépendance, eh bien, elle devient le lieu de toutes les expressions populaires. Elle devient le lieu, cette place Maïdan, donc devenue Maïdan désormais, de toutes les expressions populaires. Protestation contre le président Kouchma en 2001, révolution orange donc en 2004, et en 2014, 2013, 2014, l'Euromaïdan, moment le plus tragique et le plus violent. Pendant la révolution orange de novembre-décembre 2004, la place est occupée quasiment tous les jours par des manifestants, ça dure plusieurs semaines. On y a installé des tentes de camping, malgré le froid, malgré la neige, on se protège avec des sacs poubelles, on l'a vu, et pendant l'Euromaïdan, c'est beaucoup plus violent, il y a aussi une occupation de la place, mais les affrontements existent alors qu'ils n'existaient pas en 2004. Donc retenez cette image du Maïdan, de la place Maïdan, comme l'âme de l'Ukraine, comme le lieu qui est le cœur de Kiev et le cœur de l'Ukraine en quelque sorte. Et il y a là, si vous voulez, une dimension qui est très forte, qui fait que, vous voyez, cette révolution orange a vraiment marqué son époque, a marqué l'Ukraine, mais a marqué aussi les Européens qui ont vu à travers cette manifestation, à travers ces manifestations, à travers ces mouvements de foule, une vocation ukrainienne à, comme la Lettonie, comme la Lituanie, comme l'Estonie, comme d'autres pays, une vocation européenne exprimée par une bonne partie de la population, même si, et là c'est assez édifiant de montrer cette image au moment donc des élections de 2004 justement, quand on regarde le vote, vous voyez, très intéressant de voir l'Ukraine complètement coupée en deux. Je ne montre pas souvent des cartes électorales, mais celle-là elle est très importante puisque vous voyez la partie orange, donc l'ouest de l'Ukraine a voté en grande majorité pour Yushchenko, et l'est de l'Ukraine, pro-russe, a voté majoritairement pour Yanukovych, jusqu'à aller dans les extrêmes confins, à être totalement pro-européen du côté de l'ouest, extrême ouest, et totalement pro-soviétique du côté de l'extrême est. Donc vous voyez un pays complètement séparé qui est agité par cette révolution de 2004. Donc on voit l'Ukraine et Kiev saisis dans l'entre-deux. C'est vraiment ce que je voulais vous dire ici, saisis dans l'entre-deux. Alors entre-deux quoi? Entre Russie et Europe, on l'a dit, on le répète, mais aussi entre le passé et l'avenir. Ça c'est certain. 2004, ça signifie que, eh bien, il s'agit de solder un certain nombre d'éléments du passé et de se tourner vers un avenir encore incertain, et je dirais encore incertain aujourd'hui. Aussi avec on pourrait dire, un personnel politique tout à fait singulier entre les anciens du régime soviétique qui sont en train petit à petit de passer la main par la force des choses, et un nouveau personnel qui émerge avec de nouvelles ambitions et peut-être de solder cette situation d'entre-deux pour engager l'Ukraine dans autre chose. La voie n'est pas encore trouvée, mais en tout cas c'est un élément essentiel. Alors justement, cette situation, et j'en viens aux derniers éléments de mon intervention d'aujourd'hui,
nous amène à effectivement nous intéresser au passé plus lointain, pour essayer de bien comprendre pourquoi Kiev est tant une ville effervescente que cela au début du XXIe siècle. Et il y a eu des temps forts dans l'histoire de Kiev, et je voudrais rétrograder maintenant le temps et remonter le temps. Alors, il y a un moment que je n'évoquerai pas, qui fera très largement référence à la conférence de Leningrad, c'est le moment où la ville de Kiev est occupée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, au moment où Leningrad est occupé, Kiev est également lourdement victime de l'occupation de l'Allemagne nazie. Entre le 19 septembre 41, ça correspond exactement à ce qui se passe du côté de Saint-Pétersbourg, jusqu'au 6 novembre 1943, avec notamment au début de cette occupation ce qu'on appellera la bataille de Kiev, lorsque l'URSS va ferrailler bec et ongle, plus encore que vis-à-vis de Leningrad, mais très fortement pour résister à l'invasion allemande, mais à la différence de Saint-Pétersbourg qui va résister et donc éviter l'invasion et donc créer cette ceinture douloureuse mais efficace quand même, Kiev sera, elle, complètement envahie et occupée. La ville est complètement endommagée avant qu'elle ne soit reprise donc fin 43 par l'armée rouge, très endommagée, et on a un très bon témoignage de cette situation, une sorte d'élément de la vie quotidienne. C'est un journal que là aussi, pour les intéressés, les personnes intéressées, vous pourrez aisément vous procurer, publié chez Kalman Levy, qui s'appelle Carnet de Kiev. Carnet de Kiev. Et cet ouvrage de Irina Koroshunova, hein, c'est en fait comme c'était, je sais pas si vous voyez, c'est écrit en petit, c'est en fait les mémoires d'une bibliothécaire, d'une jeune bibliothécaire russe, hein, enfin ukrainienne si on peut dire, mais russe à l'époque, qui est née en 1913 et qui est morte en 1993. Alors c'est intéressant parce qu'elle est née juste avant que l'Ukraine ne tombe dans le giron soviétique, et elle meurt juste après que l'indépendance soit acquise. Donc elle a vécu au tout début de sa vie et à la fin de sa vie des formes d'indépendance, mais toute sa vie elle a passé sous l'Ukraine soviétique, et elle était donc bibliothécaire, et en tant que bibliothécaire, elle a observé, elle a consigné toute cette période dans des carnets qui ont été publiés plusieurs années après par Kalman Levy. Donc intéressant témoignage que cette Irina Koroshunova, qui donc nous livre un témoignage en direct. Si on veut saisir la vie quotidienne à Kiev, un peu comme on avait saisi la vie quotidienne à Leningrad, c'est à travers ce type de témoignage publié dans ce cadre-là. Mais la ville a été aussi, encore une fois, je développe pas, mais elle a été aussi le théâtre de terribles drames pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, massacre de Juifs restés en Ukraine, notamment du côté de Babin Yar, B-A-B-Y-N, Yar, Y-A-R, qui est un ravin qui se situe tout près de Kiev, où ont été liquidés plusieurs centaines de Juifs, et puis également la présence d'un camp de concentration au nord de la ville de Kiev, le camp de Syrets, S-Y-R-E-T-S, qui a vu passer par là plusieurs dizaines de milliers de personnes. À tel point que, si vous voulez, cette situation d'endommagement, de destruction, plus de camps et de lieux de massacre, eh bien, fait de la ville de Kiev, comme celle de Leningrad, le statut de ville héros de l'URSS. Ça a été le cas de Leningrad, ça a été le cas d'Odessa, ça a été le cas de Sébastopol. Et à ce titre-là, la ville de Kiev a hérité d'une immense statue, comme on l'aura à peu près à la même période à Stalingrad, devenu Volgograd, effectivement. La statue de la mère patrie, alors c'est pas la statue de l'indépendance au centre-ville sur la place Maïdan, mais sur les hauteurs de la ville de Kiev, une statue de 62 mètres, donc vous voyez, on a fait 63 mètres en 2001 pour gagner un mètre de plus, être un mètre plus haut, mais la statue de la mère patrie, avec, je crois que je l'ai ici pour vous la montrer, cette statue de la mère patrie, voilà, ici, sur une colline de Kiev qui surplombe le Dniepr, eh bien, on a là la statue avec l'épée, le bouclier, qui surplombe donc la ville. Elle a été érigée en 1981. Et c'est un peu la sœur jumelle de celle qui est tout aussi imposante, encore plus imposante à Volgograd, la bataille de Stalingrad, qui met en scène cette situation. Donc voilà un moment très fort de la ville de Kiev qui a été très très marqué par la guerre, comme d'autres villes, Stalingrad et donc Leningrad. Et puis en remontant dans le temps, on pourrait, je ne le ferai que très furtivement, évoquer
le moment où la ville de Kiev, alors on est au milieu du XIVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, pendant plusieurs siècles, pendant 3 siècles, effectivement, Kiev fait partie de ce qu'on appelle l'Union de Lublin, Union de Lublin qui a été scellée en 1569 et qui va mettre en évidence ce qu'on appellera la République des deux nations, où Kiev fait partie de l'union entre la Pologne et la Lituanie. L'Ukraine n'existe pas en tant que telle, mais elle est, cette ville, une ville qui fait partie de cette union de Lublin, polono-lituanienne, si on peut dire, dans ce cadre-là. Donc on aurait pu aussi s'intéresser à ce moment de l'histoire plutôt du Moyen-Âge qui voit un carrefour se développer dans cette ville. Mais je voulais en terminer par ce qui est le plus significatif, en fait, parce que ça répond finalement aux inquiétudes et aux discussions qu'on a eues sur le XXIe siècle. C'est le moment où la ville est fondée par ce qu'on pourrait appeler l'embryon de l'Empire russe, puisque Kiev a été probablement, je dis bien probablement, fondé au 5e siècle de notre ère, 5e siècle de notre ère. Pourquoi fondé au 5e siècle de notre ère? Parce que cette ville était un pôle commercial, véritablement, entre le nord de l'Europe actuelle, la Scandinavie, et l'Anatolie actuelle, Constantinople en particulier, c'est-à-dire, en fait, dans ces routes presque caravanières, on pourrait dire, ces routes commerciales entre le nord de l'Europe, Scandinavie et le sud jusqu'à Constantinople en particulier, eh bien c'est une ville-étape, c'est une ville-carrefour, un peu comme la Havane était une ville-étape et une ville-carrefour dans les Caraïbes, on est là dans une ville qui est créée essentiellement pour des raisons commerciales. J'ai une image à vous montrer de cela, effectivement, qui met en scène véritablement cette dimension essentielle dans un espace qui n'est pas encore l'Europe, mais vous voyez, dans ces routes qui se dessine, vous voyez, entre le nord de l'Europe et le sud. Kiev se situe au milieu, dans un espace effectivement de navigation, et donc il y a un centre pré-urbain qui se met en œuvre dès le 5e, 6e et 7e siècle. Alors au départ c'est un ensemble de palissades, d'habitations de 4 ou de 11 hectares, des tribus slaves, sous l'autorité de différents princes, y séjournent en quelque sorte, mais Kiev va être fondée, alors selon la légende, par trois frères. Nous sommes au 9e siècle, si on peut dire, donc il y a une existence dès le 5e, et une véritable fondation se situerait au 9e siècle. D'ailleurs, à Kiev, vous avez ce monument qui rappelle la fondation de la ville. Vous voyez, les trois frères sont ici présents. Et donc, l'aîné de ses frères s'appelle Kij, K-I-J, et ça va donner Kiev, c'est le nom de l'aîné. Le second, c'est Sek, S-C-E-K, et le troisième c'est Khoriv, K-H-O-R-I-V, avec leur sœur Libyd, que vous voyez L-Y-B-I-D à la proue. Dans certaines chroniques, on considère que ce sont les fondateurs de la ville de Kiev. En tout cas, la ville les a honorés de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, l'élément nodal de ce que j'ai à vous dire, c'est effectivement le fait que en 882, donc au 9e siècle après notre ère, la ville de Kiev, cette ville commerçante, cette ville passante, cette ville de palissades, cette ville de tribus slaves qui habitent là de manière plus ou moins durable, avec ses fondateurs, plus ou moins légendaires, mais en tout cas, la ville est officiellement prise par le prince de Novgorod. Alors Novgorod, c'est une ville aujourd'hui russe, qui est l'ancienne capitale de la Russie, au-delà de Moscou et de Saint-Pétersbourg, la première grande capitale de la Russie. Celui qu'on appelle Oleg de Novgorod, né en 879 et mort en 912, 879-912, et lui il descend le Dniepr depuis Novgorod, beaucoup plus au nord, entre Kiev et Saint-Pétersbourg, si vous voulez, donc de Novgorod. Il descend le Dniepr, et Oleg n'est autre que le fils de celui qui a fondé la Russie, tout simplement. Il n'est autre que le fils de celui qui a fondé la Russie, qui s'appelle Rurik, R-U-R-I-K, qu'on appelle aussi la tribu des Ryurikides, R-I-O-U, K-I-D-E, qui renvoie d'une certaine manière à Rodrigue, les Ryurikides, les Rodrigues en quelque sorte, et cette dynastie des Ryurikides, c'est la première dynastie avant les Romanov, effectivement, qui fonde l'État russe, qui fonde la Russie. Eh bien, Oleg, qui descend le Dniepr, fils de Rurik, va installer sa capitale à Kiev. Et les Ryurikides vont régner sur la première Russie jusqu'en 1240, donc plusieurs siècles. Vous voyez, 882-1240, faites le compte, c'est assez long. Eh bien, la capitale est d'abord à Kiev, et donc cet empire russe va fonctionner d'une
ville, qui est la ville de Kiev, très occidentale par rapport à l'Empire, et ce n'est qu'en 1598, effectivement, qu'en 1240, pardon, jusqu'en 1598, qu'en 1240 jusqu'en 1598, que c'est à Moscou ensuite que s'établit la capitale. Et donc Oleg devient prince de Kiev, celui qu'on appelle d'ailleurs Oleg de Kiev, ses enfants, descendants, vont ensuite donc régner sur cette ville qui va devenir la grande ville de l'Empire russe, ville également, je rappelle hein, ici, ville carrefour, ville caravanière, on pourrait dire. Alors les caravanes, c'est pas simplement dans la Méditerranée, là c'est plutôt des caravanes européennes, et vous voyez ici Kiev qui est complètement au centre de la carte, hein. Excusez-moi de montrer ces éléments un peu rapides comme ça, et un peu sommaires, mais simplement pour que vous visualisez ce système commercial qui existe, vous voyez, entre la Turquie actuelle et la Scandinavie actuelle, passant par ces steppes et ces plaines de l'Europe, des confins de l'Europe, je sais pas trop comment les nommer dans ce contexte-là, hein. Alors ces Riorikides font partie, donc, finalement, on pourrait, en le simplifiant, c'est une famille de vikings, hein, si on peut dire ça comme ça, une famille de ce qu'on appelle les Varegs, venus du nord de l'Europe, installés en Russie, venus de Suède, migrants, on pourrait dire, hein, de Suède. Et lorsqu'ils se sont installés de ce côté de la Russie, ils se font appeler Russes, R-U-S, les Russes, RUS, hein, qui est en fait une dérive du finnois, hein, qu'on appelle Ruotsi, R-U-O-T-S-I-I, qui renvoie à la notion de Suède. Donc, d'une certaine manière, les Russes viennent de Suède, en quelque sorte, dans ce contexte-là, et Kiev est leur capitale. Et qu'est-ce qu'ils font à Kiev? Eh bien, ils exercent leur autorité sur le commerce, sur toutes les routes, ils contrôlent les routes du nord, du nord vers le sud, hein. Finalement, la dimension européenne, là, elle est presque une dimension verticale et non pas horizontale, hein, commerce, piraterie, il y a tout un ensemble d'éléments étudiés par de nombreux historiens qui mettent en évidence donc cette importance de la ville de Kiev et l'importance du réseau fluvial. Le Dniepr est très important, hein, le réseau fluvial qui va piloter en quelque sorte ces routes, hein, entre le nord et le sud et le nord, hein, jusqu'à la mer Caspienne, jusqu'à Constantinople, avec cet ensemble de places fortes, de forts, dont Kiev est l'élément le plus important. Donc Kiev est l'élément le plus important, et il y a là effectivement, dans cette dimension commerciale, j'avais parlé par rapport à la Havane de tous ces produits qui étaient passés, qui étaient transportés, qui étaient transbordés en quelque sorte à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on importe? Eh ben, des vins, des épices, des bijoux, du verre, de l'étoffe, des livres, des icônes, ça vient du sud. Et du nord, on importe des armes, de l'ambre, du bois, de la fourrure, de la cire, du miel, des objets artisanaux, hein, et donc l'intensité des relations est très forte. Vous voyez, on n'imagine pas ça comme ça, mais l'intensité des relations est très forte entre l'espace, vous voyez, anatolien, si on peut dire, hein, et le nord de l'Europe, passant par cette ville de Kiev à ce moment-là, avec une très très grande influence de la ville au XIIIe siècle, donc de notre ère. Et justement, entre le 9e et le 13e siècle, Kiev va se développer sur le plan urbain d'une manière tout à fait exceptionnelle, hein. C'est un centre commercial, et du coup, la ville va s'accroître, hein. C'était une petite agglomération jusqu'au IXe siècle, ça devient une immense ville, hein, une ville qui va être constamment améliorée, embellie également, hein. Je pense par exemple à l'un des membres de cette famille des Riorig, le prince Vladimir, hein, pas Vladimir mais Vladimir, qui va, et puis son fils également, Yaroslav Ier le Sage, hein, qui règne entre 1019 et 1054, eh bien ces princes successifs vont apporter leur touche, comme le font les chefs d'État aujourd'hui à leur pouvoir, c'est-à-dire construire des bâtiments importants, susciter l'intérêt culturel. Par exemple, il existe vers 1030 à Kiev environ 400 églises et monastères. 400 églises et monastères, une dizaine de marchés, la ville haute, la ville basse, il y a environ 40 000 habitants, hein, des monastères d'inspiration byzantine principalement, et donc la ville connaît l'apogée vers le 11e, 12e siècle, hein, 11e, 12e siècle, subissant aussi de temps à autre des conflits au sein de la famille des Riorikides. La ville sera à plusieurs reprises en partie détruite, mais le russe de Kiev, RUS encore une fois, de Kiev, a été véritablement le plus grand État de l'Europe, on
pourrait dire, hein, de cette époque entre le 9e et le 13e siècle, s'étendant finalement de la mer Noire à la Volga, avec comme capitale la ville de Kiev. Et c'est un empire extrêmement divers en termes d'appartenance. Vous avez des Byzantins, vous avez des Varegs, vous avez des Scandinaves, vous avez des Slaves, pardon, vous avez des Baltes, vous avez donc tout un ensemble de populations très, très diversifiées, un peu comme l'Empire ottoman le sera en son temps aussi. Et tout cela jette les bases territoriales de ce que deviendra la Russie, l'Empire russe, hein, et puis plus tard l'URSS en tant que tel, hein, avec finalement des patronymes qui vont progressivement se russifier. Hein. Olaf devient Oleg, Valdemar devient Vladimir ou Vladimir, hein, et puis une conversion aussi à la religion orthodoxe. Hein. Le choix était incertain. Pendant longtemps, les Hiérorokides ont hésité. Il y a eu des hésitations entre l'islam. Hein. On aurait pu avoir un empire russe qui devienne musulman. Hein. Le choix a été fait sur le christianisme grec orthodoxe. Et d'une certaine manière, ça a rendu la ville disons, à cette, disons, dans cette dimension culturelle orthodoxe à partir de ce moment-là. Donc c'est assez passionnant de voir, si vous voulez, que il y a dans ce passé lointain de la ville de Kiev cette dimension originelle. Hein, je dirais que pour les Russes, la capitale originelle c'est Kiev. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner forcément des formes de revendications, comme on dit, irrédentistes. Hein. Vous savez que l'irrédentisme, c'est cette idée de considérer qu'il faut récupérer des terres qui auraient appartenu par le passé au pays. Hein. Quand on avait parlé au début de ce cycle de Sarajevo en 1914, c'est un peu ça, lorsque la Serbie revendique des terres au titre de la Grande Serbie. Mais néanmoins, pour beaucoup de Russes, Kiev fait partie de la Russie, fait partie du patrimoine russe, comme par exemple, effectivement, le mont Ararat fait partie du patrimoine arménien, alors que celui-ci est situé en Turquie. Et lorsque vous êtes à Yerevan, vous voyez ce mont Ararat en face de vous, mais vous ne le touchez pas parce qu'il y a la frontière dans ce cadre-là. Donc toutes ces distorsions territoriales sont des enjeux de conflit. Et je souhaitais cet après-midi faire le lien entre cet épisode tout à fait singulier de la révolution orange, donc une révolution de velours non violente avec une certaine un certain panache, on pourrait dire, de la part des acteurs politiques, hein, et puis cette figure de Yushchenko brutalisée, et puis ce orange, cette couleur qui a été une opération marketing formidable, et puis une ville en effervescence, effectivement. Les choses ont été beaucoup plus violentes en 2014, et ce passé lointain qui m'a semblé intéressant de rappeler pour bien comprendre l'importance, vous voyez, de cette ville qui est un peu aujourd'hui une ville marginale dans les circuits touristiques, une ville un peu marginale dans les intérêts. Je trouve que c'est injuste. La ville mérite d'être non seulement visitée, alors peut-être pas tout de suite, il faudra attendre un peu, mais en tout cas, il y aura sans doute matière à avoir grand plaisir à se rendre à Kiev dans quelques mois, peut-être quelques années. C'est un conseil, si vous n'y êtes pas allé, que je vous invite à suivre. Voilà. J'en ai terminé, j'espère que, bon, j'ai vu que la connexion n'était pas fantastique, mais merci. Faites-moi signe si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas complètement saisies parce qu'il y avait des petites coupures. En tout cas, j'ai été une fois de plus très heureux d'être avec vous. Vous voyez, vous voyez, on est toujours à 1h10, 1h15 de présentation, pour pas être trop long non plus. Il faut les dégourdir les jambes maintenant. Voilà. Donc merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Donc, lundi prochain, 15h, ce sera Montréal, 1967, les frasques du général de Gaulle en pleine exposition universelle de la ville, très belle ville de Montréal. D'ici là, écoutez, bonne conférence à suivre avec Cannes Université, bonne séance aussi de jeux et de quiz et de toute cette richesse que vous propose Cannes Université. Et puis, donc, un grand merci pour votre fidélité et votre présence, et je vous dis très bonne soirée. Au revoir.